Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Xavier Guichard, le président de Manutan. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Bienvenue. Vous dévoilez les 12 finalistes de Move with Manutan, votre programme d'accélération qui est destiné aux jeunes pousses B2B. C'est en partie pour ça qu'on vous a invité. On y reviendra évidemment dans l'interview. Mais je voudrais qu'on pose un peu le décor. L'histoire de Manutan, c'est une entreprise familiale. Elle a été créée quand, comment ? En effet, alors Manutan, une entreprise familiale. J'en suis l'heureux représentant de la troisième génération. Oui. Donc Manutan a été créé, on va fêter les 60 ans l'année prochaine. A été créé par mon grand-père et mon père conjointement. Sur une idée simple à la base, en tout cas qui nous paraît très simple, voire basique aujourd'hui, qui est de mettre des produits à destination des entreprises dans un catalogue. Donc c'était la vente par correspondance, en l'occurrence des produits de petite manutention, de stockage, comme les transpalettes, des diables, des rayonnages. Voilà, et d'envoyer ce catalogue aux entreprises et puis de prendre les commandes et de les livrer directement aux entreprises sans intermédiaire. Ce qui était assez disruptif à l'époque, notamment du fait qu'on affichait les prix nets, ce qui se faisait très peu dans le commerce en B2B à l'époque. Ça reste aussi simple, entre guillemets, hein. Ça reste aussi simple, on reste très fidèle finalement au modèle d'origine, mais évidemment il a énormément évolué. En 60 ans, j'imagine qu'il a pas mal évolué, oui. Le catalogue papier a été remplacé principalement par du e-commerce aujourd'hui. Donc c'est plus de 60% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui est en e-commerce, accompagné par des forces de vente qui amènent du conseil, du service. Et puis le petit catalogue de 24 pages, aujourd'hui c'est des sites web dans 25 pays, c'est plus de 850 000 références. On adresse à la fois les entreprises de la PME aux très grands groupes partout en Europe, et puis les collectivités locales. Notamment, on travaille avec toutes les écoles quasiment en France, en Grande-Bretagne, pour les équiper également. Ouais. Avec quelques chiffres, 2500 collaborateurs en Europe, 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, 12 filiales certifiées Great Place to Work, et puis le milliard d'euros de chiffre d'affaires dépassé sur l'exercice 2023-2024, et avec un marché des collectivités qui représente aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires. 1 milliard, le milliard dépassé. Comment vous expliquez ce succès ? Est-ce que c'était un objectif ? Est-ce qu'on se dit, on n'est pas loin, il faudrait quand même qu'on dépasse ? Oui, alors c'est un objectif depuis 2-3 ans. En effet, on se disait c'est quand même un cap symbolique qui est quand même plutôt sympa. Après, c'était pas du tout un objectif quand la société a été créée, loin d'eux d'imaginer ce genre de succès. C'est vrai que c'est la 13e, je crois que je me trompe pas, la 13e ou 14e année de croissance consécutive. En gros, depuis l'après-coup de la crise de 2008, on a été en croissance sans discontinuer. Ça passe par une extension européenne, à minima ? Oui, alors notre présence géographique, elle n'a pas bougé depuis assez longtemps maintenant. Ça passe principalement par une extension de nos gammes de produits. Donc on est capable, comme je disais, avec des gammes qui sont aujourd'hui très très larges, de couvrir de plus en plus de besoins des entreprises, des collectivités. De plus en plus de services qui rend notre offre et nos services nos clients du coup sont de plus en plus fidèles. Et puis c'est aussi des acquisitions qui viennent nous aider à compléter l'offre, notre présence sur certains marchés comme les collectivités en Grande-Bretagne qu'on n'adressait pas jusqu'à il y a 1 an et demi. Voilà, donc c'est une croissance à la fois organique, à la fois externe. Et puis en couvrant toujours plus de besoins de nos clients. Ouais. Et puis il y a cette agilité pour vous adapter aux différents marchés. Ce que vous disiez, je vais vous citer, on résiste en se différenciant. La RSE, les offres à impact positif sont des axes majeurs, mais surtout on a une culture d'entreprise très forte. Nos collaborateurs s'engagent, on donne du sens à cet engagement. On va parler de tous vos engagements effectivement en matière de RSE, les offres à impact positif. Votre mantra, c'est entreprendre pour un monde
monde meilleur. Alors c'est un très bel objectif. Est-ce que c'est aussi une demande de vos clients? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a l'engagement de l'entreprise et puis il y a la pression des clients qui disent OK, mais on veut des produits avec un impact carbone qui a été réduit, avec des conditions de production qui sont maîtrisées, etc., etc. Ouais, je pense que et encore une fois, ce qui fait notre force et ce qu'il y a derrière cette phrase, cette grande phrase et ce grand objectif, c'est qu'en fait, nous, on estime qu'on est un petit peu au cœur d'un écosystème, puisqu'en tant que distributeur, on est entre nos fournisseurs, nos clients, et puis évidemment nos collaborateurs. Et ce qu'on cherche, c'est à faire progresser tout le monde. Pas que Manutan, pas que nos clients, pas que nos fournisseurs, mais on pense que tout le monde peut réussir, qu'on peut réussir tous ensemble. Et donc, c'est ça qu'on cherche. Et en effet, nos clients, typiquement, sont très en demande de solutions parce que, comme nous, ils cherchent à décarboner, à rendre leur modèle économique plus vertueux. Et en tant qu'intermédiaire, on pense qu'on peut tirer tout le monde vers le haut. Et donc, on offre à nos clients un certain nombre de services qui leur permettent de décarboner et d'être plus efficaces dans leurs achats, à la fois économiquement et d'un point de vue RSE. Et vis-à-vis de vos fournisseurs, il y a une logique d'accompagnement aussi, parce que il y a une période où ça descendait, ça tombait comme à gravelotte, quoi. Vous voyez, il y avait des injonctions qui tombaient sur les fournisseurs, et parfois c'est des PME qui n'arrivaient pas à suivre ce que les grands comptes demandaient. En fait, je pense que ça fait partie depuis le début de l'ADN de Manutan, de considérer vraiment le fournisseur comme un partenaire. Et Manutan n'aurait pas existé, n'aurait pas démarré sans ses fournisseurs. Et je pense qu'on a toujours été redevable de nos fournisseurs de ce point de vue-là. Et donc, on cherche à les embarquer avec nous. Voilà, j'en veux pour preuve dernièrement, on a validé nos objectifs de décarbonation avec ce qui s'appelle le SBTI. Donc, basé sur la science. Voilà, basé sur la science. Et pour ça, on va embarquer nos fournisseurs. Donc, on va commencer cette année par une vingtaine de fournisseurs qu'on va embarquer avec nous pour qu'eux-mêmes décarbonent leurs opérations pour qu'on ait des produits plus vertueux et qu'on propose ensuite ces produits à nos clients. C'est quoi cet objectif SBTI? Donc, cet objectif SBTI, c'est en gros, c'est être en lien avec les accords de Paris. Et donc, on souhaite être neutre en carbone d'ici à 2050 sur les scopes 1, scope 2 et scope 3, et neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, en tout cas d'avoir réduit de 60% sur scope 1 et 2 d'ici à 2030. C'est tout de suite, 2030, c'est là, c'est demain. Et alors, parmi les leviers à activer pour atteindre cet objectif, il y a ce programme qui s'appelle Fred 21. Vous venez de renouveler pour 3 ans l'adhésion au programme. C'est quoi Fred 21? Alors, Fred 21, c'est un engagement qu'on prend de travailler avec nos transporteurs, qui représentent, le transport représentant environ 10% de nos émissions de carbone. Donc, c'est pas le plus gros, mais c'est important quand même. Et donc, c'est un programme qui nous pousse à travailler avec nos transporteurs pour réduire cet impact-là. Et donc, on a tout un tas d'actions avec nos transporteurs pour réduire cet impact carbone. Depuis, alors je crois que c'est à peu près 4 ou 5 ans qu'on est dans ce programme. On a réduit chaque année entre 5 et 10% notre impact carbone lié au transport. C'est un label que vous avez ou que vous espérez obtenir? C'est un label qu'on a déjà, depuis 3-4 ans, voilà, et qui pousse vraiment à mettre en place tout un tas de plans d'action conjointement avec nos transporteurs. Et voilà, et encore une fois, malgré une augmentation de nos volumes, l'impact carbone diminue d'année en année. Donc oui, parce que si la croissance dans l'entreprise, on pourrait imaginer que l'impact carbone augmente, vous réussissez à le faire diminuer. Vous aviez lancé, c'était il y a 2 ans, fin 2023, le Product Environmental Impact Score, donc score d'impact environnemental. Ça fait quoi, 2 ans, premier bilan? Comment vous l'utilisez? Est-ce que c'est un outil qui vous permet... Parce que, en fait, pour être efficace, il faut savoir d'où on part. Il faut déjà une sorte d'audit environnemental. Alors, on a fait plusieurs choses. Avant ça, en parallèle de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'impact carbone de tous nos produits. Ce qui nous permet, de façon très très fine, de dire d'où vient l'impact carbone, à la fois parce que 80% de notre impact carbone, c'est la production des produits, donc en amont.
Et donc, pour réduire notre impact carbone, il faut réduire la façon dont les produits eux-mêmes impactent et génèrent du carbone. Donc, on a mesuré de façon la plus fine possible l'impact carbone aux produits, ce qui nous permet de dire à nos clients, voilà, dans votre consommation, d'où vient l'impact carbone. Et on va travailler ensemble pour essayer de réduire cet impact et de trouver des produits qui vont être plus vertueux, disons. Donc ça prend quand même du temps, ça. Donc ça prend du temps, mais c'est là où c'est fascinant parce qu'on arrive, en travaillant avec nos clients et nos fournisseurs, à orienter progressivement la consommation de nos clients, le choix de nos produits, vers des produits plus vertueux. Alors c'est pour ça que les objectifs sont à 2050 et pas demain. Tout ça, ça va être très long. Mais encore une fois, nous, on a 3000 fournisseurs et près d'1 million de clients. Si on arrive progressivement à embarquer tout cet écosystème, on pense qu'on peut vraiment avoir un impact. Ouais, il y a là un levier de transformation qui est vraiment important, avec une logique d'économie circulaire aussi, notamment avec un hub circulaire que vous avez inauguré, je crois, il y a 1 an à peu près, Tout à fait. Qui est en région parisienne, qui est au Bourget. Ouais, c'est ça. Alors, il faut nous le décrire. C'est quoi un hub circulaire pour une entreprise comme Manutan? On va dire, c'est un mélange entre un entrepôt et un atelier. Ouais. Un entrepôt parce qu'on y stocke des produits de seconde main. Mais avant de les stocker, c'est des produits qu'on récupère typiquement auprès de nos clients ou de partenaires. Il faut les remettre en état, donc les nettoyer, les réparer, changer quelques pièces, etc. Donc c'est aussi un atelier. Donc en effet, l'objectif là, c'est la meilleure façon de ne pas émettre du carbone, c'est de réutiliser. C'est de ne pas produire un nouveau produit. Exactement. C'est sûr, ouais. Donc on est parti de ce constat très simple de bon sens, en se disant on va essayer de proposer à nos clients des produits qui sont déjà sur le marché. Donc on a ouvert ce hub en effet il y a 1 an. On y stocke environ 3000 références, enfin 3000 produits. Ouais. Voilà, et progressivement, du coup, on propose à nos clients d'acheter des produits d'occasion. Alors, ça rejoint ce thème, la question que Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement, qui était à votre place la semaine dernière, a choisi de vous poser. Bonjour Xavier Guichard, je suis allé sur votre site internet et j'ai vu avec satisfaction que votre offre responsable occupait une bonne partie de l'écran. Et j'aurais aimé en savoir plus sur cette offre responsable. D'abord, pourquoi est-ce que vous communiquez sur cette offre responsable? Et puis à l'intérieur, vous communiquez beaucoup sur vos produits reconditionnés, notamment mobilier. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça se vend? Et sinon, pourquoi? Alors, est-ce que ça marche? Ça marche, le mobilier reconditionné? Est-ce que ça se vend? Écoutez, oui, ça marche bien. Encore une fois, c'est assez C'est neuf, assez nouvelle, ouais. C'est à peine un peu plus d'1 an d'existence. Mais on est très satisfait du démarrage. Pour vous donner quelques chiffres, c'est un peu plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en à peine 1 an, ce qui est très encourageant. Si on y ajoute... parce que ça nous permet aussi de gagner des appels d'offres, des marchés qu'on n'aurait pas gagné sans ces offres-là. Donc, si on y ajoute ces marchés connexes, c'est presque 5 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Donc, c'est très encourageant. Alors, on n'est pas encore à l'équilibre. À l'équilibre, mais c'est un investissement, on le savait évidemment. Mais ça veut dire, pardon d'interrompre, ça veut dire que, puisque vous dites ça nous a fait gagner des marchés, notamment peut-être des collectivités ou peut-être des comptes, mais qui disent ok, mais nous on veut qu'il y ait une offre d'économie circulaire dans le package, c'est ça? Oui, il y a clairement une volonté des entreprises, on le sent, d'intégrer dans leurs achats de l'économie circulaire des produits d'occasion, parce qu'eux-mêmes ont cette contrainte de décarboner leurs achats. À la fois pour leur reporting, parce qu'ils sont convaincus, et puis aussi parce que souvent c'est une demande de leurs collaborateurs. Donc là, les produits typiquement qu'on a au web circulaire, c'est du mobilier de bureau. Et donc il y a aussi un vrai impact sur les collaborateurs et sur la fierté de se dire, tiens, on a des produits qui sont d'occasion. Et donc il y a une vraie traction, une vraie envie des clients de s'engager là-dessus. Et alors, l'autre partie de la question d'Arnaud Gossement, c'était sur la communication. Pourquoi vous communiquez sur cette offre? Évidemment, c'est l'avocat en droit de l'environnement qui est derrière, qui travaille beaucoup sur tout ce qu'on appelle des allégations, parfois des fausses allégations, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites bien et sur lesquelles vous vous dites « Ah, on va peut-être pas encore communiquer dessus parce que c'est trop tôt, parce que... » etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors...
je dois dire que par un petit peu notre historique, on était assez peu communicant. On avait tendance à très peu communiquer chez Manutan. On essaye de changer ça parce que finalement, on se dit que c'est aussi un levier d'accélération et que notre impact positif, il passe aussi par la communication et d'embarquer tout notre écosystème. Donc c'est vrai que on aurait lancé ça il y a quelques années, ce hub circulaire. On aurait attendu plusieurs années que ce soit vraiment prouvé avant de communiquer. Aujourd'hui, on décide de communiquer plus encore une fois, pour embarquer. Voilà, donc non, je pense qu'il y a... Mais on le fait pas pour un souci de communication. Voilà, nous, je pense qu'on est vraiment engagé dans l'idée de se décarboner, d'embarquer notre écosystème avec nous. Et puis, et encore une fois, je pense que pour que ça fonctionne, bien sûr, la décarbonation, il faut être convaincu, mais aussi il faut mettre ça au cœur du modèle économique. Parce que si vous faites ça à côté, à part, finalement, au bout d'un moment, vous allez voir ça comme un poste de coût et pas comme quelque chose qui est à part entière dans votre modèle économique et qui a un levier de business. Donc nous, notre idée, c'est vraiment de tout réconcilier. Vous affichez 4000 fournisseurs, 220 000 mètres carrés de surface de stockage en Europe, c'est quand même impressionnant. 850 000 références, dont 110 000 stockés. 220 000 mètres carrés de surface de stockage en Europe, ça veut dire qu'il y a un gros travail que vous êtes déjà en train de faire, j'imagine, sur l'efficacité énergétique de ces entrepôts. Oui, on a aujourd'hui 60% de notre électricité est décarbonée. L'objectif étant d'aller à 100% d'ici à 2030. Donc oui, c'est des gros efforts. Ça veut dire quoi, par exemple, du photovoltaïque sur les toits? Alors c'est soit du photovoltaïque, donc on a quelques sites qui sont équipés en photovoltaïque. On ne peut pas toujours le faire pour des contraintes parfois techniques. Soit c'est de l'achat d'énergie décarbonée, donc qui représente un surcoût, mais parfois un surcoût, mais voilà, on le fait parce qu'encore une fois, on en est convaincu, quoi. Alors, vous avez aussi, je l'ai annoncé en tout début d'entretien, donc je ne l'oublie pas, cet engagement vis-à-vis des startups, le programme Move with Manutan, programme d'accélération dédié aux jeunes pousses B2B. Ça existe depuis longtemps, parce que là, nous, on va recevoir les 3 startups lauréates pendant le mois de novembre. Donc, il y a déjà un peu de recul sur d'autres jeunes entreprises qui ont été... Alors, c'est la 5e édition. 5e édition, Voilà, on s'est lancé là-dedans un petit peu presque par hasard. On avait un partenariat avec le MoveJ, qui est une association qui aide les entrepreneurs. Et voilà, on souhaitait nous-mêmes aider et puis rendre un petit peu à la société, voilà, avec nos moyens, essayer d'aider les jeunes entrepreneurs. Donc oui, c'est un très bon succès. À la fois, je pense qu'on a eu un vrai impact vis-à-vis de certaines de ces startups. C'est quel type d'accompagnement? C'est principalement, on va dire, on ne le présentait pas comme ça jusque-là, mais au final, c'est principalement du mécénat de compétences. Donc, il n'y a pas de financier, d'argent, etc. Donc, chaque startup est accompagnée par 2 sponsors de chez Manutan qui vont les challenger sur leur stratégie, leur approche, leur go-to-market, etc. Et ensuite, selon les enjeux de chacune des startups, on fait appel à des compétences en interne, selon ce dont ils ont besoin. Ça peut être du commercial, du juridique, du web, du digital ou autre. Voilà, donc on est principalement là-dessus. On leur propose aussi, s'ils ont besoin, d'utiliser nos locaux. Bon, c'est pas ce qui rencontre le plus grand succès étant basé à Gonesse, mais voilà, on est principalement sur un mécénat de compétences. Et alors, dans la promotion de cette année, il y a quelques belles pépites, là? Alors, on a à vrai dire, on a 4 pépites. Parce qu'on normalement, on en choisit 3 et puis on a eu un coup de cœur sur une 4e. On a des pépites vraiment incroyables. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les 4 pépites qu'on a choisies sont toutes très liées à la RSE, à l'économie circulaire. C'est un hasard, mais le hasard fait parfois bien les choses. On a par exemple TISUP, qui est une société qui fait du réemploi d'objets publicitaires, qui récupère notamment sur les salons. Alors, c'est des centaines de tonnes après chaque salon d'objets publicitaires qui sont détruits, exactement. Qui récupère ça, qui envoie ça dans des centres de l'économie sociale et solidaire pour transformer ces déchets en nouveaux objets publicitaires
que les entreprises, du coup, après, donnent à leurs clients, etc., par exemple. Et est-ce que, donc vous l'avez dit, hein, vous êtes en partenariat avec le MoveJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Est-ce que, parce que c'est aussi un échange du mécénat de compétences, est-ce qu'il y a un regard particulier de cette génération sur justement la transformation de notre économie ou le rapport au travail? Est-ce que vous sentez cet échange, ou pas forcément, hein, d'ailleurs? Sur la transformation de l'économie et sur l'économie impact, je sens vraiment quelque chose de très fort. On sent que c'est très ancré chez ces jeunes-là. Et pour nous, c'est vraiment une source d'inspiration parce qu'on a ça aussi au sein du groupe Manutan dans notre ADN. Et cet échange-là, il est très, très riche pour nous aussi, du coup. Je voudrais qu'on parle de la charte handicap sur laquelle vous travaillez depuis, je crois que c'est depuis le mois de juin dernier, élaboration d'une charte handicap qui est portée par des salariés formés. Et là, on est à la fin du mois d'octobre dans le déploiement de cette charte, c'est ça? Ouais, alors on essaye. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est pas facile en entreprise. On a typiquement le mois prochain là, une journée du handicap au sein du groupe et avec tout un tas d'événements. Donc on essaie de sensibiliser les collaborateurs sur le handicap visible et le handicap invisible. Je pense que les deux sont importants. Voilà, c'est pas toujours facile même de trouver des personnes en situation de handicap en termes de recrutement. Donc c'est essayer de trouver ces réseaux-là pour en effet. Est-ce qu'il y a encore évidemment beaucoup de tabous, de réticences Oui. à en parler? Nous, on reçoit régulièrement sur les entreprises, sur les associations autour de cette thématique. Avec la difficulté pour une entreprise d'inciter des salariés à parler d'un handicap invisible, Exactement. sans qu'on soit trop intrusif vis-à-vis de leur intimité. Comment vous... parce que c'est ça, je pense, que ce que vous essayez de mettre en place avec cette charte, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est qu'en effet, on le sait, il y a des gens qui sont en situation de handicap invisible et qui se déclarent pas pour plein de bonnes raisons. Hein. Et en effet, c'est d'essayer un petit peu de casser ces tabous. Donc, il faut communiquer, il faut sensibiliser, mettre en confiance. Je pense que la confiance, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le groupe. Mais c'est un travail de longue haleine et qui est très sensible, je pense. C'est un atout pour une entreprise d'oser regarder le handicap en face? En fait, je pense que l'atout, pour nous, c'est la diversité. Hein. On croit beaucoup dans le groupe Manutan à la diversité et la richesse de la diversité. Et voilà, moi j'incite toujours à venir, les gens à venir voir notre site à Gonesse. Et la diversité, elle est énorme, y compris européenne, y compris... Et je pense que cette diversité-là, elle apporte toujours de la richesse, en fait. Et le handicap, pour moi, fait partie de la diversité et de la richesse. Est-ce que ça veut dire aussi, puisque que vous avez repensé au fil du temps les critères de recrutement pour mettre le plus de diversité possible dans l'entreprise? Oui, clairement. En tout cas, on cherche vraiment, encore une fois, sur l'équilibre homme-femme, c'est aussi un combat, hein, c'est pas facile. Notre comité de direction aujourd'hui, on n'est pas à 50-50 typiquement. On est mieux qu'il y a quelques années, mais je crois qu'on doit être à près de 40% de femmes. Mais voilà, sur des choses comme ça, ça reste compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être proactif. Il faut être proactif, voilà, tout en respectant les règles, mais il faut être proactif. Donc c'est un vrai combat. Et je pense à ça parce qu'on parle de recrutement, mais et ça nous ramène à l'économie circulaire dont on parlait tout à l'heure, parce que vous vous êtes allié, je crois, avec Arès et Valdelia pour lancer un système, une activité d'insertion professionnelle dirigée, fléchée vers l'économie circulaire, c'est ça? En fait, le hub circulaire... Ça rejoint le hub circulaire, d'accord. Au Bourget, on a signé là le mois dernier un accord notamment avec Arès, qui est un acteur majeur de qu'on a déjà reçu ici, l'entreprise sociale et solidaire, qui est maintenant du coup notre hub et du coup un atelier de réinsertion géré conjointement avec Arès, qui permet en effet du coup
que ce soit aussi d'un point de vue social, sociétal, à impact positif. Allez, il nous reste 1 minute 30. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de votre passion pour l'art, parce que ça fait partie de l'identité de Xavier Guichard. Donc, est-ce que c'est un thème qu'on va traiter dans l'émission sur le rôle de l'art dans l'éducation ou la diffusion des enjeux climatiques et de l'urgence climatique? Vous en êtes convaincu de ça? Alors, le lien entre les deux, il n'est pas facile. En tout cas, je trouve que l'art est intéressant parce qu'il appelle à l'émotion, à la sensibilité des gens. Et donc, en effet, j'essaye petit à petit de diffuser un peu d'art dans l'entreprise. Il y a ça un peu plus d'une dizaine d'années, on avait reçu un artiste en résidence dans nos locaux. C'était passionnant de voir les réactions des collaborateurs qui ne sont pas forcément habitués à ce genre d'échange. Ça challenge vraiment, mais encore une fois, cette diversité et d'appeler à différents types d'intelligence et d'émotion, c'est incroyable ce qui leur ressort et comme ça peut faire progresser finalement l'entreprise comme un tout. Et comme l'art est vecteur d'émotion, l'émotion c'est un bon moyen de sensibiliser, notamment aux questions d'environnement et de réchauffement climatique. Merci beaucoup Xavier Guichard, c'était passionnant. Merci. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.